Hello, it's time, je suis hyper excitée. Aujourd'hui, on est là pour le bilan de janvier 2025. I'm done. J'en ai fini de lire des livres pour janvier 2025. J'ai beaucoup trop lu. J'ai eu une frénésie de lecture pendant ce mois et du coup, on a beaucoup de choses à se dire, mais ça va probablement ralentir pour les 2-3 mois qui suivent. Quoiqu'avec moi, on ne sait jamais. D'abord, récupérons les bouquins. Ok, je pense qu'on est prêt et on va pouvoir le faire dans l'ordre chronologique parce que je lis selon des arcs, c'est-à-dire que j'ai des envies de livres. Selon mon humeur, oui, mais selon aussi ce que je lis dans le livre qui est en cours, ça va me faire penser à d'autres livres que je connais, donc des relectures ou des livres que j'ai envie de lire dont je connais à peu près les thèmes. Et du coup, c'est comme ça que mes lectures s'accumulent au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. De Familiar de Lee Bardugo, qui est ici, pour vous. C'est de la fantaisie. Lee Bardugo, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, évidemment, puisqu'elle est très connue pour Ninth House, Six of Crows et ce genre de séries qu'elle a écrites qui sont apparemment génialissimes. Et donc, j'ai acheté de Familiar parce que l'histoire m'intéressait. On va suivre Lucia qui habite en Espagne, qui est une juive émigrée en Espagne à une époque où on les brûle, soyons clairs. Et on la suit et j'ai adoré le personnage de Lucia. Je l'ai trouvé hyper bien construit parce qu'elle est très complexe, elle est avide de pouvoir, avide de plus parce qu'elle est pauvre, elle est pas esclave, mais c'est une bonne dans une maison de gens pas très riches en plus. Donc elle a pas un très bon statut et elle rêve de grandeur, elle rêve de gagner un tournoi et un tournoi de magie. Puisque Lucia a des pouvoirs grâce à sa langue. Sa langue va lui permettre, enfin sa langue, quand je dis sa langue, c'est le parler, va lui permettre d'agir sur son environnement et c'est comme ça qu'elle va être reconnue et entrer dans le tournoi pour le roi. Et en fait, j'étais absorbée dans l'histoire, j'ai trouvé les personnages super bien construits, avec Sant'Angel qui est ce familier du coup dont le livre porte le nom, qui est un personnage très étrange, qui va gagner en prestance et en place aussi pendant l'histoire. J'ai adoré jusqu'à la fin. Et c'est ma grande déception, c'est cette fin. J'étais partie pour mettre un 5 étoiles, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'histoire, le concept, tout. J'étais à fond, j'ai dévoré le livre, c'était un vrai plaisir, j'avais commencé à l'annoter et en fait la fin m'a totalement laissé tomber. Je me suis sentie... trahie, je l'ai trouvé bâclé en fait. Je me suis dit mais pourquoi au cours du récit, nous faire croire qu'il va se passer des choses, nous emmener sur des pistes qui ont l'air intéressantes et qui seraient bien si elles se passaient, pour au final nous faire une fin à l'américaine, cuit les petits oiseaux. Et je crois que ça me fatigue en fait ce genre de fin là, un peu facile. Et en plus qui n'a pas trop de lien du coup avec l'histoire qui était elle très bien construite et très complexe. Bien sûr ça reste un livre de fantasy, on aurait pu plus creuser le monde et la construction, l'explication de la magie, aller plus loin. Mais ça suffisait en soi si seulement la fin avait été bien faite. Donc pour moi malheureusement ça a été un peu un échec pour la fin. Mais du coup ça me gâche un peu le livre. Ensuite j'ai eu envie de lire un petit livre qui s'appelle En Syrie de Joseph Kessel, qui se trouve ici et qui parle de son voyage, de ses voyages en Syrie. C'est très court, ça fait 80 pages. Joseph Kessel, c'est un journaliste qui nous raconte l'histoire de territoires qu'on connaît peu, en tout cas que moi je connais peu, à savoir le Moyen-Orient, l'Afrique. Et je ne sais pas s'il a écrit sur l'Asie. Il a aussi fait des livres sur les alcooliques anonymes, par exemple, ou sur les grandes figures de l'aéropostale comme Mermoz ou Saint-Exupéry, que j'ai très hâte de lire. J'avais lu son premier, pas du tout, j'avais lu un livre un peu plus nouvelle, roman, l'année dernière, qui s'appelle Fortune carrée, qui a malheureusement été pour moi un flop. Mais j'ai beaucoup aimé En Syrie, j'ai bien aimé la description des jardins de Damas, et je me suis dit que c'était vraiment tellement triste de se dire que tous ces endroits n'existent plus, et à la fois j'ai trouvé ça très bien d'avoir des documents d'archives, en fait, comme celui-ci. J'aurais aimé avoir des photos aussi, mais c'est à moi d'aller faire les recherches. Et en fait, de lire sur le Moyen-Orient, sur la Syrie, ça m'a donné envie de lire sur l'Iran, parce que j'ai des livres dans ma bibliothèque sur l'Iran.
Et du coup, je me suis tournée vers la librairie de Téhéran, donc très joli bouquin de Marjane Kamali, qui est une Iranienne américaine et qui va nous raconter à travers ce roman une histoire d'amour entre deux mondes, et plutôt même deux histoires d'amour qui s'intercroisent, qui se lient, qui sont une histoire d'amour de l'enfance, puis une histoire d'amour plus adulte. Et j'ai trouvé que le livre se lisait très bien. J'ai quelques scènes qui me restent en tête, notamment ce moment dans la cuisine où elle va pouvoir reconnecter avec sa culture iranienne une fois qu'elle aura émigré aux États-Unis en cuisinant pour un homme. Et on sent presque les épices, et ça m'a d'ailleurs donné envie de cuisiner iranien pour la première fois, donc j'ai testé. Je vous mets une petite photo. C'était vraiment très bon. Et du coup, j'arrivais encore plus à me plonger dans l'histoire et à me dire, voilà, ça devait sentir le curcuma, ça devait sentir, je ne sais même plus, mais l'agneau, le riz, etc. Et c'était vraiment chouette à lire. Je n'ai pas trouvé que c'était le meilleur livre du monde, mais c'était vraiment très agréable à lire. Et il y avait de très jolies scènes, de belles réflexions. Et ça m'a beaucoup touchée aussi sur l'histoire de l'Iran, qui est triste avec l'intégrisme qui monte en flèche, et alors qu'ils avaient une culture si riche, si belle, et qui s'était tellement battue pour la liberté, et notamment la liberté des femmes. Donc ça m'a beaucoup touchée, notamment le sujet de l'émigration, puisqu'ici, on n'a pas envie de partir de chez soi. C'est rarement un choix facile, même s'il est fait en conscience. Et là, on voyait que c'était presque forcé pour leur donner la chance de se développer à elle et sa sœur. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien mené. Donc, très belle édition, édition Hauteville. Et une jolie histoire qui n'a pas été un coup de cœur, mais qui m'a donné envie de lire Persépolis. Persépolis de Marjane Satrapi, puisque le précédent livre m'a vraiment donné envie de me tourner vers cette BD culte, enfin ces BD cultes qui ont ici été mises dans un opus par Vintage, je crois que c'est Penguin Vintage. J'ai adoré cette autobiographie, les moments où elle raconte sa vie avec ses parents, les fêtes, leur opposition au régime totalitaire qui est en train de se mettre en place, la volonté de se battre pour leurs croyances, pour leurs valeurs. J'ai trouvé ça très beau. Et encore une fois, cet exil en Europe centrale que j'ai trouvé encore une fois très difficile, qu'elle a très mal vécu et qu'elle a retransmis à travers des dessins que j'ai trouvé très touchants, notamment par leur courage, parce que je trouve qu'il n'est jamais aisé de parler des moments difficiles de nos vies. Et elle en a fait un livre qu'elle a exposé au Monde, qu'elle a exposé via un film également, qui porte le même nom que le livre, enfin que les BD. Et j'ai trouvé que c'était un très bel hommage à la fois à sa famille, aux personnes qui se battent en Iran pour rétablir un régime moins totalitaire et qui se sont battues. Et ça permet aussi de montrer cette absurdité qui est que pendant la guerre, les gens continuent à vivre. C'est une absurdité, oui et non, mais en fait, quand on n'est pas sur le territoire, et même parfois quand on est sur le territoire, on a toujours des histoires d'inégalité, on a toujours des histoires d'argent qui vont nous permettre de nous extraire plus facilement. Et on a aussi des personnages qui vont faire preuve de plus ou moins de courage et qui vont se battre pour continuer à mener la vie qu'ils veulent mener. Et ça, c'est peut-être l'acte de courage le plus marquant dans ce livre. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Et la relation avec ses parents, j'ai trouvé ça génial. Donc ça a été un vrai coup de cœur que je relirai. Et encore une fois, merci de mettre l'histoire de l'Iran sur le devant de la scène avec une culture si riche. J'aimerais beaucoup lire plus de livres d'auteurs iraniens. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis tombée sur un livre qui m'a détruit. Mais quand je vous dis détruit, c'est-à-dire que je pleurais pendant les 50 dernières pages. Je lis lentement. Et là, c'était en anglais en plus, donc je devais lire genre 30 pages par heure. Donc pendant 1h30, je pleurais à chaudes larmes, je criais, j'essayais de respirer. J'étais détruite par ce qui se passait dans ce livre. J'ai été détruite parce que c'est la réalité, en fait, de personnes homosexuelles qui grandissent en Afrique, et notamment dans des régimes où l'homosexualité est totalement repoussée, rejetée, passible de la peine de mort ou d'emprisonnement, qu'elle vous pousse à devoir émigrer alors que chez vous, c'est ici. Et c'est vraiment des récits qui me troublent et qui m'enragent à chaque fois que je les lis. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien réalisé, et j'arrête le suspense et je vous montre le livre. Ce livre qui traîne sur ma bibliothèque depuis 1 an, c'est Blessings
d'Ibe Chukwuebuka, qui est donc un Nigérian, qui habite au Nigeria. Donc j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part d'écrire ce livre dans le pays qu'il critique. Comme toujours, c'est un livre dont la couverture est absolument magnifique. C'est un livre qui se lit bien. C'est pas la meilleure prose du monde, en tout cas, c'est pas la prose qui m'a vraiment touchée, c'est l'histoire. On suit Obiefuna, qui est donc un jeune Nigérian, qui a une dizaine d'années quand on commence à le voir, et on va très vite se rendre compte qu'il est gay, son père notamment, et il va donc l'envoyer dans une école, un séminaire, où il va être uniquement entre garçons, et à chaque fois qu'un parent homophobe envoie un petit garçon gay dans un séminaire ou dans un endroit où il n'y a que des garçons, je me dis, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'il faudrait faire. Et évidemment, on va suivre ses premiers émois. On va le suivre jusqu'en 2014, où malheureusement le Nigeria va tomber dans l'homophobie la plus grave, puisqu'ils vont illégaliser le fait d'être homophobe. Je ne sais même pas comment c'est possible. Bref, ce roman m'a absolument détruit. Voilà, donc si vous avez envie de pleurer, que c'est quelque chose que vous aimez faire, allez-y. Sinon, peut-être pas. Si vous êtes homosexuel et plutôt sensible et que vous cherchez de l'espoir, ne vous tournez pas vers ce livre. Par contre, si vous avez envie de lire des romans sur des personnes qui vous ressemblent et qui vivent des choses différentes dans d'autres pays, 100%, je pense que ça va être un de mes meilleurs livres de l'année. Je n'ai jamais été retournée comme ça pour un livre. Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai autant réagi, parce que c'est une histoire que je connais, mais franchement, à chaque fois, je suis désolée, je vais le dire et je vais le répéter sur cette chaîne tout le temps, mais à chaque fois que je lis un auteur nigérian, c'est un énorme banger, c'est un énorme coup de cœur, c'est toujours soit des rires, des larmes. Ils ont une façon de lier l'intime au politique. Franchement, c'est incroyable. Donc allez-y. Allez-y tranquillement, parce que c'est pas facile à lire, du début à la fin. Moi, j'ai beaucoup dû souffler dans les premiers chapitres, parce que je trouve que c'est très violent. Très patriarcal, très... Voilà. Bon, c'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Et j'aimerais vous lire une des phrases, mais ce serait du spoil pour ceux qui vont lire le livre. Je vais quand même la lire, et si vous voulez la zapper, vous pourrez le faire, je vais vous mettre en dessous. Donc je commence la lecture. I often think of how much love is lost as gay kids grow up. We're robbed of the chance to experience the innocence of early teenage love. Because you spend all that time filled with fear, mastering your own pretense. Voilà, comment résumer ce que l'homophobie fait à cette planète. J'ai des frissons. Ok. Évidemment, après avoir lu... Je vais pleurer, en fait. C'est horrible. Cette phrase. Ok. Très bien. Donc, après cette lecture traumatisante, j'ai eu envie d'un petit livre que j'ai piqué dans la bibliothèque de mon copain, qui s'appelle « Sur les chevins noirs » de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui a eu un accident grave, qui l'a défiguré et qui l'a alité pendant plusieurs mois. Au lieu de faire de la rééducation, il a décidé d'aller naturellement traverser les chemins noirs des cartes au 25 millième. Donc il traverse la France sur ce qu'on pourrait appeler la diagonale du vide, qui est cette France de la ruralité. Et même si c'est un livre qui ne m'a pas 100% convaincue, parce qu'il est très cynique, clairement, sur la société globale et en particulier française, j'ai trouvé qu'il avait des réflexions qui étaient intéressantes, que ce soit sur le fait de s'éloigner de certaines personnes qu'on aime et de se rendre compte qu'on les aime peut-être mieux de loin, parfois, et également sur la société et le progrès, et est-ce que c'est vraiment un progrès ? Et du coup, j'aimerais bien vous lire quelques citations. « Je pensais aux gens que j'aimais, et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. » Ensuite, par rapport au progrès, il dit « Il n'avait pas écouté Jean Cocteau lançant cette grenade à fragmentation dans son adresse à la jeunesse de l'an 2000. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. » Je trouvais qu'il poussait à réfléchir sur ce qu'on veut en tant que société
pour l'avenir et ce qu'on veut en tant que société pour l'humain et non pas pour les machines ou le capital ou autre chose. Non pas pour critiquer et faire de moi un exemple, c'est pas du tout le cas, pas du tout. Mais j'ai trouvé quand même que la réflexion était intéressante. Donc ça n'a pas été un favori, mais je trouve que ça pousse vraiment à se poser des questions. Et en même temps, quand on marche pendant quasiment 2 mois, 3 mois, forcément, je pense que ça tourne pas mal là-haut. Surtout quand c'est une éloge à la lenteur, ce qui est son cas. Donc si vous avez besoin de ralentir, ce qui a été mon cas ce mois-ci, n'hésitez pas à vous tourner vers ce petit livre. Alors, après un livre dont j'ai oublié de vous parler, c'est Just for the Summer d'Abby Jiménez. Alors, c'est une romance et j'en ai entendu beaucoup parler et les gens disaient notamment 2 choses qui m'ont intriguée. D'abord qu'ils adorent le style d'Abby Jiménez, qui écrit des personnages très complexes, très profonds, notamment pour de la romance. Et elle qui a dit lors de la sortie de ce livre, moi qui regarde tous mes fans excités à l'idée de lire une petite romance alors que je sais que ce livre va leur briser le cœur. Donc ça m'a intriguée. Je ne suis pas une personne qui se tourne vraiment vers la romance, mais j'en suis assez férue, c'est-à-dire que je trouve ça très cool. J'aime bien avoir des papillons dans le ventre, avoir envie de taper les pieds, sourire, rire, me mordre les lèvres. C'est un sentiment que j'apprécie beaucoup et que j'avais eu l'année dernière en lisant Beach Read de Emily Henry. Et là, du coup, j'ai pris Abby Jiménez. J'ai adoré le début. C'est vraiment une rencontre trop mignonne, assez absurde. Assez simple dans le fait qu'elle arrive au fur et à mesure via une petite conversation sur Reddit très humoristique. Donc ça, j'ai trouvé ça très très cool. J'ai bien aimé le personnage féminin qui est plein d'humour et assez relax dans sa façon d'appréhender sa vie. Et après, je me suis ennuyée pendant quelques temps quand même. Et je vous ai d'ailleurs fait une story là-dessus parce que j'en avais vraiment marre. Et il y a eu un moment qu'il faut que je vous lise, j'avais l'impression de lire cette scène du Grinch quand il retrouve son cœur et que ça explose. Et je me suis dit, mais c'est trop en fait. C'est tellement caricatural que ça ne peut pas être réaliste. C'est une romance, on est d'accord, mais j'avais envie quand même de pouvoir me reconnaître. Et en fait là, j'étais là, non, c'est trop pour moi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Voilà, quelque chose est arrivé dans moi, Poitrine. Un quelque chose, un crack. J'ai eu un clutch. Trop pour moi. Par contre, après la fin, juste après ça, après que j'ai commencé à me plaindre, évidemment, ça a commencé à vraiment parler de santé mentale. Le personnage principal féminin m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est touchée par des problèmes de santé mentale alors qu'elle-même est dans la santé. Elle ne se rend pas compte de l'impact de la relation qu'elle a avec sa mère sur sa vie et à quel point elle a besoin de travailler sur elle pour aller mieux. Alors que quand on le lit, ça nous paraît évident depuis le début et c'est peut-être ce qui m'avait un peu fatiguée à la première lecture, lors du milieu en fait du livre où j'ai trouvé que c'était un peu évident et du coup ça m'a pas accroché. Par contre, à la fin, pleine de rebondissements, on a le cœur qui se déchire, on a envie qu'il se retrouve, qu'il se trouve, que machin, ça oui. Donc quand même, j'ai bien aimé, j'avoue, après m'être plaint sur les réseaux sociaux. J'ai bien aimé Just for the Summer, c'était très agréable. Saga, dont je vous avais déjà parlé et que je voulais lire de toute façon cette année pour savoir si je la gardais ou pas. Je ne pense pas continuer, je n'ai pas trop apprécié. J'ai bien aimé les thèmes abordés, mais finalement, ça m'est pas du tout resté en tête, donc je pense qu'on va juste passer à autre chose. L'autre livre dont j'ai envie de vous parler, c'est ce livre que j'ai lu avec mon oncle, qui s'appelle Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Ambiance hiver, donc félicitations pour vous. Moi, je suis en pleine saison sèche. J'ai beaucoup aimé ce livre. L'ambiance était bien faite, on était plongé dedans dès le début. Personnage affreux, un axe de développement d'un personnage monstrueux, presque sadique. J'ai trouvé ça très très cool. J'ai pleuré. Alors là, ça m'a surpris parce qu'il y a juste un moment que j'ai trouvé crève-cœur. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais du coup, j'ai même mis des petites larmes sur le post-it pour pouvoir le retrouver parce que ça m'a vraiment émue. J'ai beaucoup aimé l'axe de développement du personnage, mais cette fin, moi je suis désolée, je trouve qu'elle n'est pas bonne. C'est une fin, encore une fois, cuit les petits oiseaux. Donc on nous déchire le cœur, on nous montre un personnage sadique, bien qu'il soit complexe et qu'on l'aime bien quand même.
on nous montre des personnages méchants, pourris jusqu'à la moelle, et d'un coup, oh, le soleil perce les nuages des Hauts de Hurlevent et tout va bien. Non, brisez-nous le cœur. I don't want peace. I want problems, always. En lisant Les Hauts de Hurlevent, j'ai eu envie de relire Frankenstein, parce que ça m'a fait penser au monstre, et que l'histoire du monstre de Frankenstein, c'est qu'est-ce qui fait d'un monstre un monstre, qu'est-ce qui nous rend monstrueux, le thème que j'ai bien aimé dans Les Hauts de Hurlevent, justement. Et donc, je l'ai lu avec vous pendant ce vlog, enfin, je l'ai fini, et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas autant aimé que la première fois que je l'avais lu, malheureusement, mais en même temps je l'avais étudié à l'école, donc forcément je trouve qu'on a des professeurs parfois qui rendent un livre absolument incroyable, alors que quand on le relit tout seul c'est un peu moins le cas sans les cours. J'ai quand même quelques annotations, et ça m'a un peu brisé le cœur comme à chaque fois pour le monstre de Frankenstein, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, encore une fois cette atmosphère très sombre, glauquissime, gothique, hein, c'est les romans de l'époque, fin du 19e en Angleterre. Donc très bien réalisé. Effectivement, le sous-titre, c'est le Prométhée moderne. Oui, on retrouve le mythe de Prométhée, que j'ai dû chercher sur Internet, donc je vais pas faire la meuf qui connaît très très bien sa mythologie. Mais, franchement, trop cool. Trop cool. J'ai adoré, j'ai accroché, j'ai kiffé. Voilà. Et du coup, pendant que je le lisais, j'ai pensé à L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de L.L. Stevenson. J'ai adoré. Alors là, pour le coup, énorme coup de cœur, une histoire courte, un récit fantastique, comme les autres récits qui accompagnent ce petit livre, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. Mais alors celui-là, j'ai adoré. Je vous pousse à regarder le vlog, hein, parce que clairement, c'était trop bien. J'ai tapé du pied, j'étais ultra stressée. C'était un Londres glauquissime, horrible. Et même si je savais ce qui se passait, parce que on m'avait déjà raconté la fin, donc je ne dirai rien, parce que c'est quand même dommage. J'étais complètement perdue, perdue dans l'histoire, mais j'étais à fond dedans. Et si vous n'êtes pas bilingue, je vous conseille de le lire en français, parce que moi, sinon, j'aurais pensé que c'était mon niveau d'anglais qui faisait défaut, alors que je pense que c'est fait exprès. Voilà, il fait exprès de nous perdre, pour que justement, on se pose beaucoup de questions. Donc franchement, ça, j'ai adoré. Et pour conclure sur ce ridaton, après, j'ai eu envie de lire des vrais monstres, des gros monstres. Et j'ai lu cette BD qui s'appelle Arline de Stepan Seish, qui est devenu ma némésis parce que je ne sais pas prononcer son nom de famille, qui est croate et qui nous a fait une histoire d'amour monstrueuse dans un Gotham affreux, des personnages sans vergogne. J'ai adoré, c'était terrible. En plus, je l'ai lu le soir. C'était vraiment, mais Arline, elle est complètement dans son trip d'amoureuse transie d'un monstre, le Joker ultra manipulateur et tout. Voilà, j'ai trouvé ça mais fameux, j'ai adoré. Donc vraiment, celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, peut-être pas les yeux fermés, parce que ça reste une BD, ce serait dommage de gâcher ce travail, mais franchement, j'ai adoré. Donc, bravo. Et je crois que ça conclut notre fiction, oui, tout à fait. Et alors, cette année, maintenant, je fais quelque chose, c'est que je lis de la non-fiction, du développement personnel, des thèmes un peu à côté que je ne prendrai pas le temps de lire. Donc, pour l'instant, je suis au milieu d'un livre qui va me prendre du temps, qui est l'histoire des croisades de Steven Runciman, qui est un historien anglais. Pourquoi est-ce que j'ai pris un historien anglais pour parler des croisades ? Très bonne question. En attendant, j'apprends des choses. C'est très compliqué. Je pense que je ne retenterai pas l'expérience d'un livre en 3 tomes en anglais sur un sujet dont je ne maîtrise rien. Je pense qu'il aurait pu être plus pédagogue dans sa rédaction. Peut-être que c'est pour des historiens. Mais dans ce cas, c'est pas mon cas, donc c'est dommage. Mais bref, je lis quand même ça, donc c'est cool. J'avance tranquillement, on n'est pas pressé, on a toute l'année. Et après, j'ai lu 2 livres. Alors, le premier qui est vraiment développement personnel, mais plutôt psychothérapie, c'est Quarter Life de Satya Doyle-Byock, qui est une psychothérapeute qui va nous parler des 4 étapes pour réussir à développer sa vie quand on a entre 18 et 36 ans, elle dit, donc jusqu'à vers 40 ans. En fait, ce moment de vie où on essaye de devenir comme Cléopâtre dans
Cléopatra and Frankenstein de Coco Mellor, qui a cette phrase absolument géniale « Who know what you will be, you are still becoming ». Et c'est exactement ça dont traite l'autrice dans ce livre. On est en train de devenir. Donc, apprenons à nous séparer de ce qui nous a été appris. Gardons ce qui nous plaît et séparons-nous de ce qui ne nous plaît pas. Recréons une vie qui nous correspond à nous. Intégrons nos traumas, nos petits problèmes, nos gros problèmes, nos réalités, la vérité. Et puis, toujours rester dans ce mouvement de construction constante pour savoir ce qui nous fait du bien. Et finalement, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut nous laisser de la place. Nous laisser de la place à nous-mêmes pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire des choses qui nous font peur mais qui nous donnent envie, et pour être cette personne qu'on a envie d'être et cette personne que l'on est si on se donne la main. Évidemment, ça ne remplacera jamais une thérapie, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peut-être commencé cette chaîne YouTube, parce que j'avais envie de nourrir cette envie de parler de livres. Et du coup, merci. Et enfin, mon premier 5 étoiles, si on doit mettre des étoiles de l'année, ça a été AI 2041, qui est un livre, un recueil de science-fiction écrit par Chen Xiufan et Kai-Fu Lee, qui sont des Chinois et qui vont écrire donc 10 petites dystopies ou utopies sur l'intelligence artificielle. Et là, je ne vais pas vous parler de toutes les histoires qui sont dedans, mais franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait parce que vous avez l'histoire qui fait une 50aine de pages, puis une analyse de ce qui existe vraiment dans les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui, des lois qu'il faudra mettre en place, des barrières qu'il faudra mettre en place. Et en fait, j'ai trouvé que ça nous sortait un peu de ce sentiment qu'on peut avoir parfois effrayant avec l'intelligence artificielle pour nous pousser à apprendre à l'utiliser en restant dans un certain contexte à la fois éthique et moral. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je l'ai lu petit à petit, j'ai pris mon temps. Je pense que ça m'a pris un peu plus d'un mois. Je l'avais commencé en décembre. Et je l'ai beaucoup annoté, j'ai beaucoup écrit dessus. Et franchement, c'était génial. Donc, je recommande à 100%. Et voilà. Non. Et donc, voilà nos livres physiques. Mais il me reste à vous parler de Claire Keegan. Je vous le mets quand même là-haut parce que j'ai quand même fait une vidéo complète là-dessus. J'ai découvert cette autrice irlandaise. Et alors, je l'ai découvert, mais quelle erreur, parce qu'elle écrit depuis 1999, quand même. Incroyable plume, génialissime. Une Irlande rurale qu'on ne connaît pas, pauvre, avec des familles absolument réalistes, en fait. Ouais, c'est une plume du réel, c'est une plume économique dans le bon sens du terme. Elle utilise toujours les bons mots. Il n'y a pas trop de phrases. Il n'y a que les phrases essentielles. Et c'est sûrement pour ça qu'elle écrit des histoires courtes, des nouvelles. Et franchement, j'ai envie de tout lire de cette autrice. C'est elle qui m'a donné envie de lancer la série Tout lire 2, dans laquelle je vais parler des auteurs et de leurs œuvres que je lis au fur et à mesure, des auteurs dont j'ai envie de tout lire. Et donc j'ai très hâte de me replonger dans ses écrits un peu plus tard, quand j'aurai pu me procurer ces recueils de nouvelles, notamment Antarctica and Walk the Blue Field, qui me tentent pas mal. Donc voilà, ça c'était pour Claire Keegan, et je crois que c'est un peu la conclusion pour cette vidéo du jour. J'aimerais aussi dire que j'ai énormément lu, et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais dans une espèce de frénésie de lecture, et donc là, après le 24 Hours Readathon, je n'ai plus envie de lire. Enfin, je me calme. J'ai plus envie de lire autant, j'ai envie de profiter plus de mes livres. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de me lancer dans un classique. Et donc, vous avez voté sur Instagram et je vais faire un vlog de lecture pour vous sur l'avancement de ma lecture de mon prochain classique qui est très épais. C'est un petit mammouth. Et du coup, nous allons suivre ça ensemble. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire avec une petite fée, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et puis, on se voit bientôt. Bye bye!